C'est sur les toits de Paris que j'ai le plaisir de vous accueillir. Ensemble, nous allons explorer l'une des pages les plus réjouissantes, créatives, voire même festives de notre histoire, les années folles. Pendant une dizaine d'années, un vent de liberté et d'insouciance va souffler sur la capitale, où l'on découvre le jazz, le charleston ou les spectaculaires revues de music hall. Pendant cette décennie, Paris sera aussi le berceau de ce qu'on appellera l'art déco. C'est aussi la ville où les femmes posent les premiers jalons d'une émancipation qui sera longue, mais qui commence ici. Partons à présent à la découverte des trésors du Paris des années folles. Entre 1919 et 1929, Paris foisonne. La capitale est alors la ville cosmopolite par excellence. Dans le quartier Montparnasse et ses fameuses brasseries du carrefour Vavin, nous partirons à la rencontre d'une génération d'artistes comme Modigliani, Fujita ou Man Ray, dont l'âme emplit toujours ses restaurants de légende. C'est là qu'ils rencontrent l'une des icônes de ces années folles, leur muse, la fameuse Kiki de Montparnasse. Elle était anticonformiste, un peu libertaire, et elle vivait sa vie comme elle l'entendait. Elle avait tout pour plaire quelque part à ses artistes. Nous irons aussi au bal Blomet, lieu mythique où est apparue cette musique nouvelle, le jazz. L'une des plus belles étoiles dans ce firmament artistique, c'est sans doute Joséphine Baker, dont le charleston fascine le public parisien. Elle arrivait sur cette scène dans une boule fleurie, au milieu d'un miroir et des danseurs tout autour. Personne n'avait jamais eu ça. Nous pousserons aussi les portes des plus beaux joyaux art déco de la capitale. Ce petit hôtel Martel est en gradin, en toit terrasse. Ben voilà, là on a un mini gratte-ciel. Nous vous emmènerons à la grande exposition internationale des arts décoratifs de 1925 qui présente le meilleur de la French Touch de l'époque, comme René Lalique ou Ruhlmann, le plus grand artiste décorateur de son temps. C'est un des grands moments où la France donne le ton tout azimut, la mode, la ferronnerie, la céramique, l'architecture. Un siècle plus tard, certains artisans d'art perpétuent la beauté des lignes épurées des années 20, comme les compagnons spécialisés dans les luminaires d'exception de la maison Perzel. Les Américains l'ont considéré comme la lampe du XXe siècle. Donc c'est une pièce relativement rare, vous avez 150 pièces dans le monde. Le Paris des années folles, c'est aussi l'âge d'or de la garçonne, à l'élégance épurée, façonnée par d'immenses créateurs comme Gabriel Chanel ou les frères Cartier. Bienvenue à Paris pour en découvrir les plus beaux trésors des années folles. Les années folles, c'est un moment formidable de l'histoire du XXe siècle. C'est un moment vivant, créatif, une sorte de respiration considérable après quand même 4 ans de guerre, la guerre de 14-18 qui a fait des millions de morts, plus la grippe espagnole, où là, ça double, ça triple les morts de la guerre. Les années folles, c'est une expression par laquelle on a pris l'habitude de désigner la décennie qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire une décennie traversée par une forme de folie joyeuse, créative, exubérante, où s'exprimait voilà, une formidable envie de revivre. Après 4 années de guerre, les lumières de la ville se rallument et Paris redevient la capitale du divertissement. À l'affiche, d'immenses vedettes comme Mistinguett. Après avoir triomphé au Moulin Rouge, elle enflamme le casino de Paris pendant toutes les années folles. On me dit que j'ai de grandes quenottes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai. Elle a plus de 40 ans, mais elle tient la scène. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
Elle monte ses jambes, elle a les plus belles jambes du music-hall. Elle les fait assurer d'ailleurs 500 000 francs à l'époque. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas mistinguette si j'étais pas comme ça. Elle invente des très grands succès. On connaît tous « Ça c'est Paris ». Je ne vais pas vous chanter la chanson, mais on l'a tous en tête. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Elle a la gouaille de la Parisienne. C'est le personnage français par excellence. Au lendemain de la guerre, les artistes quittent la butte Montmartre pour un nouvel Eldorado dans le 14e arrondissement. Ce quartier n'a aucun secret pour Olivier Renaud, auteur de plusieurs ouvrages sur les riches heures de Montparnasse. Ici, nous sommes au cœur du monde. C'est le centre de l'univers, au moins artistique, du début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelait le carrefour Vavin. Quand on arrive à Montparnasse, on sent souffler un autre air. On sent un air de liberté, quelque chose dans l'air qui est assez indéfinissable, mais on s'y sent bien immédiatement et on se sent plus libre qu'ailleurs. C'est ici qu'ont été créés les premiers cafés d'artistes du fameux Montparnasse. La Coupole est l'une des institutions de ce carrefour mythique. Inaugurée au cœur des années 20, elle est alors le théâtre de l'une des soirées les plus inoubliables de toute la décennie. Alors cette fête du 20 décembre 1927 surpasse toutes les autres fêtes de Montparnasse, d'abord par le gigantisme, par la taille. Il y a 2500 invités, d'autres qui viennent s'y greffer, donc on a des milliers de personnes qui sont présentes là. C'est une fête extraordinaire. Les 1500 bouteilles de champagne sont passées à toute allure. Il y a même des serveurs qui, à la fin, étant fatigués de servir des coups, donnent carrément les bouteilles aux convives. À 5 h du matin, il n'y a plus rien à boire, tout est vidé. On est allé rechercher des bouteilles de champagne au dépôt. Les gens ne veulent pas partir, on est obligé d'appeler police secours. Tout le monde est resté là à célébrer ce moment dont on ne sait si les gens ont ressenti à quel point c'était peut-être le moment culminant de ces années folles. Si le tout Paris est présent ce soir-là, c'est pour découvrir ce qui est alors le plus grand restaurant de la capitale. Dans la brasserie de 800 mètres carrés, les 32 piliers en béton, hauts de près de 5 mètres, sont couronnés de peintures d'artistes Montparnaud. Ces œuvres, quasi centenaires, sont aujourd'hui classées monuments historiques. Il y a certaines tendances cubistes, certains représentent des scènes de fête, d'autres des personnages, certaines touchent légèrement au sacré. D'emblée, cette idée s'impose, il faut que l'art soit dans les murs même et dans le fondement même, dans les piliers même de la coupole. C'est fondamental. Touche finale à la décoration de la brasserie, ces luminaires. Ils sont signés d'un créateur que le monde entier s'arrache dès l'ouverture de son atelier parisien au début des années 20, Jean Perzel. Parfait, très beau travail. Donc là, on arrive à la phase d'assemblage. Donc ça, c'est une pièce qui part à Londres pour un grand décorateur. Celle que vous voyez un petit peu plus loin part à New York. Et celle-ci, c'est une pièce numérotée. Vous en avez 200 dans le monde. Elle part pour un collectionneur européen.
Toujours installés dans le 14e arrondissement, les artisans de la maison perpétuent un savoir-faire d'exception. Rien n'a changé depuis les années 1925. Nous sommes orfèvres, fiers de l'être, et tout est fait à la main, signé et de qualité. Et surtout, la finalité, ce sont des objets qui ne sont pas que des pièces de collection faites avec amour, mais c'est une des plus belles lumières sur la place, en restant modeste. Olivier Rette est le petit-neveu du fondateur de Génie, dont certaines pièces, imaginées il y a près d'un siècle, n'ont pas pris une ride. Je vous ai apporté quelques dessins d'époque. Par exemple, vous avez cette lampe-là, vous voyez la coiffe qui est ici, vous voyez toute la monture en bronze et tout le cristal en cascade que l'on trouve ici. Et bien sûr, les mesures de chaque pièce pour exécuter cette lampe d'exception. Les Américains l'ont considérée comme la lampe du XXe siècle, dans le milieu de l'architecture. C'est une lampe vraiment de référence des années 1928, donc c'est une pièce relativement rare. Vous avez 150 pièces dans le monde. Dans les archives de la maison également, des calques comme celui de cette lampe imaginée en 1929 par Jean Perzel pour les chambres de la Cité universitaire internationale qui vient alors d'ouvrir à Paris. Aujourd'hui encore, cette pièce fait partie des joyaux du catalogue, vendus près de 2000 €. On trouve aussi ce lampadaire en bronze et cristal, au socle en forme de serpent très caractéristique, créé au tournant des années 30. Toujours fabriqué sur place, il est vendu un peu plus de 20 000 € la pièce. Le prix d'un travail minutieux et d'un style intemporel, imaginé par le fondateur. Il a décidé de dompter la lumière et ça a été un succès immédiat. En 1923, la famille de Rothschild a acheté entièrement à la première exposition toute sa collection et ça l'a lancé. Et c'est de là que son succès international est venu. Pour fabriquer ces pièces uniques, une dizaine de compagnons s'activent dans les ateliers, du travail du verre à celui du bronze. La moyenne pour faire une pièce, il faut compter une quarantaine d'heures, disons, pour le départ. Et ça peut aller, bien sûr, à sans limite, une centaine d'heures, 150, 200 heures pour des pièces d'exception. Face à la coupole, la rotonde, ouverte avant-guerre, devient elle aussi un haut lieu du Paris des années folles. Tous les artistes y sont accueillis à bras ouverts par Victor Libion, patron philanthrope. Ce sont des artistes qui n'ont pas le sou et ils savent qu'ils viennent à Paris, mais surtout qu'ils viennent à Montparnasse. Ils viennent voir les copains, ils ne parlent pas un mot de français et ils arrivent à la rotonde qui est un peu le quartier général de ce qui se fait de mieux en termes d'art, qu'il soit connu ou pas. Il y a Libion qui tient ce café de main de maître. Les personnages qu'il voyait autour, qui étaient souvent assez pauvres, bizarrement habillés, parfois assez sales, qui vivaient dans la misère, il a compris que certains d'entre eux avaient du génie. Il s'est dit, ces gens-là seront célèbres un jour et vont rendre mon café célèbre. Bon prophète. Donc il a demandé à ces garçons de café de ne pas imposer de renouvellement de consommation à ces pauvres airs qui pouvaient rester là des heures devant un café crème en attendant que quelqu'un de plus riche puisse passer et leur payer un coup à boire. Ou alors, comme Modigliani a beaucoup fait, dessiner ici, en terrasse, le portrait de gens qui passent contre un verre. La rotonde est tellement réputée qu'elle accueille en 1921 une vedette venue présenter à Paris son premier long métrage. Chaplin débarque et dit « Amenez-moi à la rotonde, c'est the place to be ». Donc il vient ici, c'est là où les choses se passent. Il arrive et on le reconnaît. Ça devient l'hystérie totale, collective. On saute dessus, on l'embrasse, on le cajole, on lui arrache à moitié ses vêtements. Il en sort, le pauvre, dans un drôle d'état. C'est dire à la fois la ferveur pour Charlie Chaplin et en même temps l'importance de la rotonde. Non loin de la rotonde et tout autour du carrefour Vavin, on peut marcher dans les pas des plus grands artistes de Montparnasse qui vivaient ici dans les années 20.
Parmi les artistes Montparnault, de jeunes auteurs américains, que l'on a appelés Lost Generation, la génération perdue. Leur café de prédilection sera cet ancien bar tabac, devenu lui aussi une grande brasserie. On peut alors y croiser l'écrivain Ernest Hemingway ou sa compatriote Gertrude Stein, célèbre collectionneuse. Un jeune photographe américain est également un habitué des lieux. Il s'appelle Emmanuel Radnitsky, que l'on connaît dans le monde entier sous son nom d'artiste, Man Ray. Il est l'auteur de cette photographie, l'une des plus célèbres du XXe siècle, baptisée « Le violon d'Ingres ». La femme qui pose sur ce chef-d'œuvre n'est autre que la star des modèles des Montparnault. Elle a inspiré tous les artistes du quartier. On l'appelle Kiki de Montparnasse. On peut la croquer en quelques traits. Kiki, c'est ce grand nez, une bouche en cœur très bien dessinée au rouge à lèvres, et puis ce casque noir à la garçonne qui encadre son visage, qui fait qu'elle est très vite reconnaissable. Elle était anticonformiste, un peu libertaire, et elle vivait sa vie comme elle l'entendait. Elle avait tout pour plaire quelque part à ses artistes. Kiki participe aussi chaque année à la fête caritative du bal de la Horde. D'autres célébrités, comme ici le peintre Fujita, ne manquent jamais cette fête d'anthologie. Elle est organisée salle Bullier dans le 14e arrondissement, au profit des artistes du quartier les plus démunis. C'est l'incarnation même des années folles, quoi. Si on cherche un petit bout de vidéo pour dire à quoi ça ressemble les années folles, ou qu'est-ce qu'on met dessous, on peut aller chercher une archive du bal de la Horde. C'est exactement ça. C'est des centaines de personnes qui dansent dans des costumes parfois très très extravagants ou très dénudés aussi. On choque le bourgeois du boulevard Montparnasse. Et ces bals, c'est du grand guignol. Au milieu des années folles, les frasques des artistes de Montparnasse vont être éclipsées par une jeune artiste afro-américaine. En une nuit, elle va devenir la nouvelle reine de Paris. À l'automne 1925, le public parisien du Théâtre des Champs-Élysées découvre stupéfait les pas de danse de Joséphine Baker dans la revue Nègre. Le musée franco-américain du château de Blérancourt, près de Compiègne, abrite une collection de précieux trésors liés à la Vénus d'ébène. À commencer par cette œuvre unique, le tableau préparatoire du peintre Paul Colin pour l'affiche de la revue Événement. Les murs de Paris sont couverts d'affiches. Et il faut, au milieu de ce paysage, attirer l'œil du visiteur. Et donc là, en l'occurrence, il choisit de réduire la troupe, qui est beaucoup plus nombreuse que ça, ils sont à peu près 25, je crois, à 3 personnages. Et dans les 3 personnages, celui qui fascine le plus, c'est celui de cette femme, qui a donc un visage réduit aussi à sa plus simple expression. Il n'utilise que 3 couleurs, le noir, le rouge, le blanc. Et finalement, ça suffit à décrire, quelque part, l'ambiance de cette troupe et de ce spectacle. Et
finalement, cette affiche, elle porte, esthétiquement parlant, tout l'héritage qui vient d'avant-guerre, donc de ces avant-gardes de Picasso, Matisse, c'est-à-dire à la fois le cubisme et puis les fauves, c'est-à-dire des couleurs franches, des couleurs en aplat. Le scandale viendra de la danse sauvage faite par Joséphine, puisqu'on voit de son anatomie finalement bouger énormément, en particulier son arrière-train, donc qui fascine les Parisiens. C'est un véritable bouleversement culturel, puisqu'on n'est pas du tout dans la danse classique ni dans la danse de salon. Le style unique de Joséphine Baker est aussi emprisonné dans ces grandes boîtes que Valérie Lagier a exceptionnellement sorties des réserves. Ces dessins au fusain, signés Jean-Isy de Botton, sont très fragiles. Ils doivent passer 3 ans dans l'obscurité entre chaque exposition. Là où c'est merveilleux, c'est de voir la précision avec laquelle il dessine, puisqu'il n'y a pas de repentir, c'est fait à main levée. Donc vous avez un trait extrêmement sûr qui va dessiner les contours des muscles, qui va dessiner les contours des bras, du visage, des jambes, des pieds. Et ensuite, il va juste rehausser à certains endroits d'ombre. Et ces ombres, évidemment, vont dessiner le galbe du corps très musclé de Joséphine. Enfin, la bibliothèque du musée compte dans ce rayonnage un dernier trésor, une exceptionnelle édition originale. C'est les Mémoires de Joséphine Baker, un ouvrage absolument magnifique qui est illustré de 30 dessins de Paul Colin, donc celui qui a fait l'affiche de la Revue Nègre, et qui est paru en 1927, donc c'était une toute jeune fille pour faire ses mémoires. Donc on a plein de textes en fait qui concernent son enfance et puis évidemment son arrivée à Paris. Alors Paris qu'elle découvre avec bonheur. Je ne savais pas du tout le français et je n'avais apporté que des petits bouts de robe ridicules comme on porte les jeunes femmes en Amérique, avec des souliers à talons plats. En France, les maisons sont petites, mais les talons des femmes sont très hauts. C'est la grande aventure de sa vie. Elle perçoit très vite que Paris est ouvert on va dire, à sa négritude à elle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un racisme terrible, mais Paris, c'est la liberté. Pour remercier la France de l'accueil qu'elle a reçu, Joséphine Baker interprétera quelques années après son arrivée un morceau devenu l'un des monuments de la chanson française. J'ai une amour, mon pays, c'est Paris. Si Joséphine Baker et son Charleston ont un tel succès, c'est aussi parce que depuis l'arrivée des troupes américaines en 1917, Paris est devenue une capitale jazz. Ces nouveaux rythmes et ces sonorités racontent elles aussi la frénésie des années folles. À partir de 1924, le temple du jazz parisien, c'est ici, au Bal Blomet, dans le 15e arrondissement. Guillaume Cornu, pianiste passionné, a récemment ressuscité ce lieu de légende qui réunissait il y a un siècle le tout Paris et même au-delà. Le prince de Galles, le futur Édouard VIII, s'est échappé d'une cérémonie protocolaire pour venir s'encanailler ici. Il était tellement content qu'il a laissé des pourboires extravagants aux musiciens. Et ceux qui vont faire en fait la notoriété du Bal Blomet, ça va être les artistes de Montparnasse. Desnos, Miro, Calder font du Bal Blomet leur quartier général. Et ils amènent tous leurs copains, Kiki de Montparnasse, Man Ray, Van Dongen, peint Joséphine Baker au Bal Blomet. Et bien sûr, il y a tous les Américains de Montparnasse. Chaque soir,
Le public peut redécouvrir dans ce club mythique des trésors du jazz des années 1920, à commencer par l'œuvre du compositeur américain George Gershwin, venu en 1926 présenter à Paris son déjà célèbre Rhapsody in Blue. Le Paris des années folles sera dès lors au cœur de l'œuvre du compositeur new-yorkais. Il vient se baigner de cette atmosphère parisienne, et à tel point qu'il va écrire une œuvre immortelle, Un Américain à Paris. Il va en écrire une bonne partie sur le piano du Harris Bar, et qui raconte les pérégrinations d'un touriste sur les Champs-Élysées, à Saint-Germain-des-Prés, au Luxembourg, sur la place de la Concorde, où on entend les klaxons des taxis parisiens qu'il va lui-même acheter pour les introduire dans sa musique. C'est une époque où tout s'accélère, c'est le taylorisme, même dans l'économie. Enfin, c'est la voiture, l'avion, c'est les bruits du quotidien, de la folie métropolitaine, du tempo de la vie moderne. C'est ces trompettes bouchées. On n'est plus dans une musique bien léchée, qui est confortable. On est dans une musique qui dérange. Et les notes blues, c'est ces sonorités qui vont toucher une espèce de corde sensible intérieure auquel on n'est pas habitué, mais qui vont vraiment nous faire vibrer et faire vibrer les années 20. En continuant de faire vibrer le XXIe siècle, le Bal Blomet est aujourd'hui devenu le plus ancien club de jazz encore en activité en Europe. Je me trouve maintenant à 2 pas de l'Arc de Triomphe, devant l'une des façades les plus spectaculaires de la capitale. Tout en mosaïque bleu turquoise, ce chef-d'œuvre signé Auguste Labouret représente des étoiles de mer, des pieuvres, des poissons, bref, tout un univers marin. Et pour cause, lors de son inauguration en 1924, Émile Prunier présente son restaurant comme un bar de dégustation pour tout ce qui vient de la mer, livré en direct des ports de Bretagne, chose inconcevable à l'époque. Et c'est lui également qui lance la production de caviar made in France. Mais si nous sommes ici, c'est avant tout pour le décor de ce restaurant huppé de la capitale, conçu par l'architecte Louis-Hippolyte Boileau. Un véritable joyau des arts décoratifs des années 20, dans le plus pur style art déco. On y retrouve des œuvres des plus grands noms de l'époque. Gaston le Bourgeois réalise ce bar dans le luxueux marbre noir de Golzine, utilisé dans les plus grands monuments du monde, comme entre autres le château de Versailles ou encore le Taj Mahal. On peut y voir intégrer des éléments dorés qui représentent les œufs du caviar, ici, ou encore les bulles de champagne symbolisées par ces petits cercles, ou encore la silhouette de l'esturgeon représentée par ces triangles. L'art déco, c'est donc ce mouvement dont les lignes se dessinent avant la Première Guerre mondiale et qui va prendre tout son essor dès les années 1920. Et Paris en conserve toujours de spectaculaires trésors. Avec ou sans bas-relief, en briques rouges ou en pierre blanche, le patrimoine art déco parisien compte d'innombrables joyaux, tous différents les uns des autres. On a 1000 art déco différents. On a un art déco qui utilise des matériaux très nobles dans des maisons ou des immeubles de rapport destinés à une classe privilégiée, avec beaucoup de marbre, des mosaïques dorées, des ferronneries très soignées qui sont très reconnaissables avec leurs lignes géométriques, des triangles, des vagues, tout un tas de motifs comme ça qui est décliné.
Mais on a aussi un art déco qui se développe dans des édifices plus populaires. Souvent, ce sont des édifices qui sont en briques. Et vraiment, l'exemple le plus parlant, c'est les logements HBM et tout ce qui accompagne ces logements HBM, c'est-à-dire des écoles qui vont être construites dans des quartiers défavorisés, des bains-douches. Et ils vont emprunter à l'art déco une esthétique très particulière. Il n'y a pas une rue à Paris où il n'y a pas soit un bâtiment art déco, soit un intérieur. Parce qu'il y a aussi, même dans les immeubles haussmanniens, finalement, on trouve des décors parfois art déco. Il faut pousser les portes et découvrir, bien sûr. Exceptionnellement, nous avons pu pousser les portes habituellement fermées au public du ministère du Travail. Derrière cette façade en pierre, conçue par l'architecte Guillaume Tronchet en 1928, se cache l'une des pépites art déco les plus méconnues de la capitale. Un trésor, c'est quelque chose qui ne se montre pas facilement. S'il est partout, c'est plus un trésor. Cet endroit, il est très peu connu, et donc c'est bien qu'il puisse être découvert par un plus grand public. Philippe Benoît a dirigé au début des années 2000 la restauration de ce chef-d'œuvre. Ce qui frappe en premier, c'est d'abord l'espace et la lumière. On a un espace d'un seul tenant, de 750 mètres carrés, couvert par une large verrière, avec des vitraux de qualité que l'on retrouve sur des éléments de décor. Jacques Gruber est un maître verrier. Il est intervenu ici sur cette verrière qu'on a au-dessus, et puis sur ce vitrail qui vient clore cette salle avec un mur pignon majestueux. Au-dessus de l'impressionnante horloge, le vitrail représente des hommes au travail. Il est encadré par un bas-relief spectaculaire. Le bas-relief, toujours sur le thème du travail, est une œuvre des frères Martel. Ils sont frères, ils sont jumeaux, et ce sont des sculpteurs réputés de cette période. Mallet Stevens, célèbre architecte de cette période, a réalisé leur atelier studio dans le 16e arrondissement, toujours visible aujourd'hui. Le studio des frères Martel est l'un des 5 hôtels particuliers de la Petite Rue que Robert Mallet Stevens fait sortir de terre en 1927. Jamais encore on n'avait vu pareille architecture dans le Paris haussmannien. Mallet Stevens fait partie de ce que l'on appelle le courant moderniste de l'architecture art déco, dont les immeubles de cette ruelle sont des chefs-d'œuvre. Parmi eux, l'hôtel particulier des frères Martel, le seul doté d'une tour, est un trésor à part entière. Ce petit hôtel Martel est une icône de ce mouvement, car il est le seul qui n'ait pas été modifié. Vous voyez des codes architecturaux que vous retrouvez par exemple dans les gratte-ciel des années 30 à New York, comme l'Empire State Building. Il est en gradin, il est en toit-terrasse. Ben voilà, là on a un petit gratte-ciel, un mini gratte-ciel. Depuis quelques années, l'antiquaire Éric Touchalaume vit et travaille ici. Chaque jour, il s'émerveille de l'inventivité de cette architecture quasi centenaire. La porte d'entrée de l'hôtel Martel, c'est un motif de ligne brisée, avec un système d'ouverture vraiment intéressant. Une véritable porte de coffre-fort. Et pour répondre à ces lignes brisées, les frères Martel ont fait un miroir cubiste, qu'on appelle le miroir polyédrique, qui reprend le même principe de ligne brisée. Dans le hall, on découvre l'un des chefs-d'œuvre de cet hôtel particulier.
Au rez-de-chaussée, les frères Martel installent leur atelier de sculpture de 170 mètres carrés sous des verrières culminant à près de 6 mètres de hauteur. Une de leurs imposantes sculptures veille toujours sur les lieux. Cette sculpture monumentale s'appelle la Trinité et c'est une œuvre majeure des frères Yann et Joël Martel. Elle a évidemment été conçue ici durant l'année 28 probablement. C'est vraiment la symbolique de l'atelier. Aujourd'hui, cet espace est devenu une galerie spécialisée dans le design du XXe siècle. Dans l'entrée, ce miroir monumental est une pièce exceptionnelle. Il est signé du plus grand artiste français de l'Art déco, Jacques-Émile Ruhlmann. Il est en plaquage d'ébène de Macassar, qui est un bois tout à fait luxueux qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui n'est plus utilisé. Donc il reprend des lignes très classiques. On reconnaît un fronton grec, vous voyez, avec les extrémités en doucine. Et en même temps, ces lignes sont très modernes. Classique et moderne à la fois, c'est comme ça qu'on pourrait déterminer l'œuvre de Ruhlmann. Il provient de l'appartement de Georges-Marie Hart, qui est l'ingénieur qui a réalisé la croisière noire et la croisière jaune, à savoir la traversée du continent africain, la traversée du continent asiatique en autochenille Citroën, pour démontrer la supériorité de ces véhicules. C'est un tapis de Joan Miró, grand artiste espagnol, contemporain de Picasso. Il s'appelle The Flag, le drapeau, et il le fait dans les années 20. Et ces tapis sont aujourd'hui très recherchés. Celui-ci, dans ce coloris, à mon avis, est unique. Il est dans un état exceptionnel. Je trouve qu'il a toute sa place ici. Les frères Martel ne sont pas les seuls artistes du Paris des années folles à plébisciter le style et la modernité de l'architecte français. Sur ces exceptionnelles archives, on peut découvrir l'atelier de la peintre Tamara de Lempicka. Arrivée en France au lendemain de la Révolution russe, c'est dans le Paris des années folles que sa carrière artistique va véritablement commencer. Elle attire l'attention par un tableau qui représente deux jeunes femmes nues dans une pose manifestement saphique, qu'elle signe d'un pseudonyme masculin. Donc on va croire dans un premier temps que ce tableau est signé d'un homme, avant qu'une exposition 2 ans plus tard ne révèle que c'est une femme. Et puis, elles se mettent à peindre des portraits mondains, tout à fait exceptionnels. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup la composition, les volumes, qui travaille avec souvent des compositions très colorées, mais en utilisant peu de couleurs par tableau. Elle cherche à être spectaculaire, à attirer l'œil, et elle y arrive. C'est des tableaux très chics, en fait, et qui décrivent très bien ces personnages de l'époque. Elle-même, par exemple, se représente au volant d'une Bugatti. C'est des icônes de la période Art déco, ces tableaux, à chaque fois. La danseuse russe, Lila Nikolska, est elle aussi devenue un symbole de l'Art déco. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa silhouette est très connue. C'est elle qui sert de modèle à l'artiste Picot lorsqu'il réinvente, au milieu des années 20, les Folies Bergères. C'est une façade qui est aujourd'hui iconique de l'Art déco et aussi de Paris Spectacle, de Paris la Nuit, de cette période des années folles.
Ilan Iskolska, elle est la directrice du corps de ballet, dont Joséphine Baker est la meneuse de revue. C'est une figure de garçonne, une femme très musculeuse, représentée de manière très stylisée, vraiment avec les poncifs de l'art déco, dans ses volutes de voile et de plumes, qui sont bien celles de la danseuse du music-hall à ce moment-là. À l'époque, une spectaculaire peinture de Picot orne les 600 mètres carrés du plafond du vaste hall. S'il a depuis été transformé, fort heureusement, les décors de la salle ont été quant à eux intégralement conservés. Si le théâtre se met ainsi au goût du jour art déco en cette année 1926, c'est pour accueillir un spectacle événement dont la reine Joséphine est désormais la meneuse de revue. Un moment inoubliable, c'est qu'elle arrivait sur cette scène dans une boule fleurie, au milieu d'un miroir et les danseurs tout autour. Elle dansait nue, c'était quasiment jamais vu. Et c'était un peu ce qu'on voulait dans les revues, c'est faire du spectaculaire et de l'inédit. Elle dansait sur ce plateau et elle remontait dans les cintres et ça personne n'avait jamais vu ça. Pour cette revue, elle va aussi danser avec un accessoire qui fera sensation, imaginé par le directeur des Folies Bergères, Paul Derval. Il va reprendre le costume de Joséphine tel qu'elle le porte à la Revue Nègre, c'est-à-dire ce petit tutu très léger fait de plumes, mais il va changer les plumes avec des bananes. Et c'est cette fameuse ceinture de banane qui est restée accolée à la légende de Joséphine Baker, qui est en réalité une proposition de Derval. L'une des ceintures de Joséphine Baker existe toujours, conservée telle une relique dans le château périgourdin de la diva. Cet accessoire qui nous paraît aujourd'hui assez difficile, qui heurte la sensibilité, eh bien cette vision-là, pour autant, Joséphine va l'accepter sans être dupe. C'est une femme qui a le sens de son destin et elle concède cet accessoire parce qu'elle sait que cela l'amènera plus loin. Dans le même temps, elle danse avec sa ceinture de banane sur la scène des Folies Bergères, mais elle promeut aussi les expositions de son ami Georges-Henri Rivière au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui là propose aux yeux des Parisiens vraiment la culture africaine telle qu'elle est ramenée par les ethnologues et les ethnographes qui partent en mission à ce moment-là et qui découvrent avec stupéfaction et ravissement la beauté de l'art africain. The greatest pleasures I have in life are to swim in nice pools, and Molitor is one of the nicest. Au tournant des années 30, le triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris de 1924, futur Tarzan au cinéma, Johnny Weissmuller, devient l'ambassadeur de luxe de l'un des plus beaux trésors parisiens de style art déco. L'aspect est assez austère de l'extérieur. L'idée, c'était vraiment d'avoir l'impression d'une sorte de coffre-fort qui renferme un trésor. Et en fait, les trésors, ce sont les 2 piscines de Molitor. Silvia Randazzo est la directrice artistique de Molitor, conçue par Lucien Paulet en 1929. Il a alors déjà construit plusieurs piscines à Paris, mais celle-ci est son chef-d'œuvre. Dans les codes de l'art déco, on retrouve justement cette géométrie, cette architecture et ces lignes qui rappellent les paquebots avec les coursives tout autour du bassin et les hublots.
Les couleurs à Molitor sont relativement originales. Peut-être qu'il a voulu reconstruire ou refaire une sorte de station balnéaire, une plage en plein Paris. C'est la raison pour laquelle on retrouve ce jaune qui fait penser au sable, au soleil, et le bleu de la mer, voilà, un aspect très balnéaire. Ingénieur de formation, l'architecte déborde d'idées pour ce projet ambitieux des beaux quartiers parisiens. Une fois l'hiver venu, en quelques semaines, la piscine se transforme en patinoire. C'était la plus grande patinoire en plein air de Paris à cette époque. Il ne se contentait pas juste de faire une piscine, il voulait vraiment pousser la piscine plus loin au niveau de la technicité. Et voilà, l'idée de la patinoire à son époque, c'était juste incroyable. Ces magnifiques vitraux sont signés d'un grand artiste verrier du style art déco. Ce sont des vitraux qui datent de 1929 et qui avaient été commandés par Lucien Paulet au maître verrier Louis Barillet. Et ce sont des vitraux avec des verres teintés dans la masse qui permet d'avoir vraiment les couleurs de l'époque. Et puis aussi, bien évidemment, la peinture de Louis Barillet pour tous les petits détails concernant les visages, les mains, le bâton du ski. Ces vitraux ont véritablement traversé le temps. Ils ont été installés en 1929. Ils sont restés quand la piscine a fermé. On a eu la joie de les redécouvrir au moment des travaux. Donc une brève restauration a été suffisante, en tout cas, pour leur redonner leur aspect d'antan. Car après 60 ans d'activité et 2 décennies à l'abandon, Molitor a finalement retrouvé toute sa superbe lors de sa réouverture en 2014. La période art déco parisienne ne se limite pas aux seules années folles. Tout au long des années 30, de nouveaux chefs-d'œuvre, comme le cinéma Le Grand Rex ou le Palais de Chaillot au Trocadéro, sont venus enrichir encore un peu plus le patrimoine architectural de la capitale. C'est dans ce nouveau décor parisien que la femme va réinventer son style et son art de vivre au tournant de la Première Guerre mondiale. Je vous retrouve maintenant dans les réserves du musée Galliera, le temple de la mode et du costume, en compagnie de Sophie Grossieur. Bonjour. Bonjour, vous êtes conservateur général spécialiste de la mode du début du XXe siècle. Et cette période-là est très importante parce qu'elle marque un tournant, presque une révolution. Et pour parler de cette révolution-là, celle-ci, elle est datée de quoi? 1890 Vers 1890-95 à peu près. On est encore dans une silhouette très entravée par le corset. C'est vraiment une silhouette qui aura une certaine permanence puisque à la belle époque, c'est la silhouette en S, très pigeonnante, qui va avoir évidemment ses détracteurs. Presque un objet de torture, hein. On a l'impression que vraiment à l'intérieur on ne peut plus respirer. Et beaucoup vont lutter contre ça. Paul Poiret se fait le défenseur de la libération de la silhouette. Sophie, j'ai très envie que vous me parliez de cette dernière silhouette qui donne envie de danser le Charleston. Hein. Alors, c'est effectivement une robe à danser qui est attribuée à Lucien Lelon avec ce merveilleux décor floral très c'est une œuvre d'art, hein, vraiment. C'est tout à fait extraordinaire. Et ce côté trompe-l'œil qu'on retrouve sur beaucoup d'autres modèles, on a presque une ceinture ici en trompe-l'œil. Ce sont 2 véritables robes bijoux. Merci Sophie. Au lendemain de la guerre, les femmes vont donc expérimenter un début d'émancipation. Pas encore le droit de vote, mais un premier pas qui se traduit dans leur liberté de mouvement, accompagnés sur ce chemin par des couturiers et des joailliers de génie, comme les frères Cartier ou encore l'iconique Gabrielle Chanel. L'autre
L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu mon chéri, pour te plaire, j'ai fait quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le mouvement. Elle s'était fait couper les cheveux en 6 ans. Cette chanson est l'un des tubes de 1924. Un succès du chanteur populaire Dréan, évocateur du phénomène apparu au tournant des années 20, la garçonne. Elle se font toutes couper les cheveux. C'est un nombre assez important de titres, comme Elle s'est fait couper les cheveux, Elle sait conduire une automobile Cécile, Elle a perdu son pantalon. Ces messieurs vont s'en donner à cœur joie pour caricaturer ce mouvement des garçons de l'émancipation de la femme. Elles se font toutes couper les cheveux près de temps. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les femmes connaissent un moment de liberté. D'abord, elles ont été au travail de manière très importante. Elles ont suppléé au fait que les hommes étaient au combat. Donc les femmes prennent une place dans tous les domaines, comme le journalisme, dans les métiers du droit, des arts. Il y a beaucoup de femmes artistes. Et puis, il y a tout le monde du sport. Le nombre de femmes pilotes à cette époque est tout à fait considérable. La garçonne est une appellation qui vient se greffer sur ces femmes modernes. Malgré les injonctions à repeupler la mère patrie, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, beaucoup de Parisiennes aspirent à une vie plus libre, à l'image de l'héroïne du roman de Victor Marguerite, paru en 1922 et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. À l'époque, c'est un véritable scandale. On enlève la Légion d'honneur à son auteur. C'est un livre qui est mis à l'index par le Vatican, donc un livre qui paraît très sulfureux à l'époque, qui raconte les aventures de Monique, une jeune fille issue de la bonne société et qui, suite à la découverte qu'elle est trompée par son fiancé, décide de mener sa vie et aura toutes sortes d'aventures. Scandales littéraires et chansons machistes n'empêchent toutefois pas les garçonnes de cultiver ce début d'émancipation. L'une des leurs est aussi une créatrice très avant-gardiste, Gabrielle Chanel. La silhouette de la femme Chanel dans les années 20 est très sobre, simple, fluide, rien de superflu, une sorte d'élégance confortable. Chanel sait ce que c'est, elle sait de quoi elle parle, elle l'a ressenti dans son corps et elle crée ce qui lui paraît être cette idée de cette femme moderne qu'elle veut être, en mouvement, active, libre de ses mouvements, mais libre peut-être au sens plus large aussi. Elle comprend les besoins des femmes, elle sait y répondre, elle leur donne confiance en elles. De nombreuses pièces de collection ont été présentées au Palais Galliera lors d'une exposition événement. Chacun de ces vêtements raconte une facette de la femme des années 20, comme cette confortable marinière en jersey de soie. Ou ces tailleurs en tweed inspirés de la garde-robe masculine. Chanel les dote de poches rabat, offrant à celles qui les portent une forme de désinvolture encore jamais vue. La révolution Chanel va aussi passer par une pièce qui deviendra iconique, la fameuse petite robe noire. Cette robe est très sobre, une ligne très très simple, un noir presque uni. On a juste ici ce décor brodé qui amène une petite vibration dans la lumière.
Et le bas, ici, est découpé, ce sont des franges. Et tout ça flotte et renforce encore cette idée de mouvement. Elle apporte une nouvelle idée du noir, cette idée du chic qu'aujourd'hui pour nous est tout à fait normale et intégrée, mais à l'époque c'est nouveau. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment que l'on voit la femme et que l'on ne voit plus seulement la robe qu'elle porte. Elle s'attache vraiment à distinguer cette femme et cette personnalité, et chacune d'entre elles doit être unique. Pour présenter ces nouvelles silhouettes, Chanel conçoit une mise en scène spectaculaire dans son hôtel particulier de la rue Cambon. Aujourd'hui réservé à la clientèle la plus privée, nous y avons été exceptionnellement reçus par une amie de la maison, l'autrice Anne Berest. Nous sommes ici dans les fameux escaliers Art déco. C'est véritablement une colonne vertébrale qui, quand on arrive, imaginez dans les années 20, va surprendre par sa modernité, par le blanc, le noir, cette rigueur-là. Elle fait faire ce jeu de miroir diffracté qui est peut-être un clin d'œil d'une certaine façon au très célèbre tableau de Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, où on a un personnage comme ça qui est découpé dans l'espace. Il lui permettait, pendant les défilés, de voir sans être vue. Elle s'asseyait là, presque cachée, mais par le jeu des miroirs, elle pouvait voir la réaction des clientes au moment où elle voyait chaque robe. C'est aussi au cours des années folles que Chanel se lie avec beaucoup de grands artistes. En 1924, en marge des Jeux Olympiques de Paris, son ami Jean Cocteau la sollicite pour faire les costumes du Train bleu. Un ballet événement présenté au Théâtre des Champs-Élysées, dont l'écrivain signe le livret. Ce que souhaite Cocteau, ce sont avant tout des costumes très réalistes. Et finalement, Chanel va proposer des vêtements issus de ses collections. Ce ne sont pas des costumes extravagants ou fantaisistes. Sur scène, la danseuse portera donc une vraie robe de tennis. Car depuis 1921, la grande couturière crée des vêtements de sport pour répondre à la demande grandissante des femmes. La robe de tennis Chanel, en soie ivoire et dotée de plis d'aisance, sera donc parfaite pour le ballet. Cocteau demande aussi à Nijinská, qui est le rôle principal de la joueuse de tennis, de s'inspirer de Suzanne Lenglen, qui est la joueuse de tennis avec un palmarès absolument hors pair à l'époque, connue pour avoir une gestuelle très particulière sur le court de tennis. Elle saute, elle bondit, etc., presque de façon chorégraphique. Pour agrémenter la sobriété de la silhouette de la garçonne, Chanel crée aussi dans les années 20 un atelier de bijoux fantaisie. Ce collier, qui se situe à peu près entre 1924 et 1926, ce sont des strass. C'est un montage de maillage qui relève presque plus de la broderie que du bijou. On voit qu'il a un graphisme très moderne, peut-être même inspiré par les buildings de New York. L'accessoire est essentiel chez Chanel. Il vient signer la silhouette, à commencer par Chanel elle-même. On identifie Gabrielle Chanel grâce à ses accessoires
et à cette accumulation de bijoux notamment. Chanel, que l'on surnomme la reine de l'accessoire, n'est toutefois pas la créatrice de ce petit boîtier en or massif avec un décor en émail. Cet exceptionnel boîtier en or massif raconte la grande histoire d'amour que la couturière partage dans les années 20 avec le richissime duc de Westminster. Ce vanity nous a été acheté par le duc de Westminster et qu'il a offert en cadeau donc à Gabrielle Chanel, dont vous voyez le C qui figure sur ce nécessaire. Donc là, je vous montre comment on l'ouvrait et comment il est disposé à l'intérieur. Voilà. Ici, vous avez la dédicace Amour, qui est le message, et la signature Band Door, qui est la manière dont il était lui-même surnommé du nom d'un cheval qui appartenait à son grand-père. Ici, vous avez la partie poudre et miroir. Là, vous avez en centre le rouge à lèvres. Et ici, vous avez la partie pour les allumettes, avec le grattoir sur le côté. Et ici, donc, la partie qui contient les cigarettes, qui sont maintenues par cet arrêt-là. Si on parle d'années folles, je pense qu'effectivement, elles peuvent caractériser l'extravagance de l'existence même de ces objets, parce qu'on a des objets extrêmement précieux et destinés à être utilisés, donc à être portés. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent faire l'objet de dommages parfois irréparables. Il est très difficile de réparer un petit défaut à l'émail, sinon tout reprendre. Dans les années 20, la déjà prestigieuse maison de joaillerie réalise les plus beaux accessoires et bijoux sur mesure pour les garçons de Paris, Londres ou New York. La pièce la plus emblématique des années folles, c'est le bandeau. Celui-ci est en platine et diamant. Le bandeau remplace le diadème simplement en raison donc de l'évolution de la mode, puisqu'effectivement les longs cheveux montés en chignon disparaissent au profit donc de la coiffure à la garçonne, donc aux cheveux courts comme des carrés. Et effectivement, les diadèmes ne peuvent plus être fixés comme ils l'étaient auparavant. Il impose un certain type de portée extrêmement élégant qui effectivement apporte énormément à la silhouette. Pendant les années folles, Cartier conçoit aussi des pièces spectaculaires, comme ce modèle en platine et diamant, surmonté d'une aigrette. La maison parisienne réinvente aussi l'art du collier, qui devient sautoir. Celui-ci date de 1928 et mesure 70 cm de long. Là, on est pas loin du millier de pierres. Là, il y a une profusion parce qu'effectivement, plus la longueur est là, plus vous avez besoin donc de pierres. Avant, on portait des colliers qui tombaient sur la poitrine. La silhouette allongée donne lieu à la naissance donc de grands colliers, dits des sautoirs, donc qui descendent très très bas sur la silhouette. Ce sautoir peut être décomposé en plusieurs pièces différentes. Le motif central peut devenir une broche qui se suffira à elle-même. Et la partie collier peut être divisée en 4 bracelets différents qui peuvent être portés simultanément. Alors, le vêtement se raccourcit et dénude plus que jamais donc, les bras. Il faut imaginer ces bracelets portés en accumulation. Certains bracelets sont multicolores, on parle alors de style tutti frutti. Celui-ci est l'un des plus beaux exemples de la collection.
Ces bijoux sont d'inspiration hindoue, parce qu'en fait, elles utilisent des pierres gravées qui sont chères à la tradition indienne et pas du tout à la tradition occidentale. Le mélange consiste à associer le rouge et le vert avec le diamant aussi, ou les perles. Et en fait, l'idée d'utiliser des saphirs bleus, donc gravés, et pour les mêler à cette association traditionnelle indienne, est purement une invention de Cartier. Cette influence va donner lieu à des bijoux qui sont des merveilles techniques et qui se voient particulièrement quand on retourne la pièce et où on voit que cet artisanat est extrêmement délicat parce que non seulement il consiste à faire disparaître le métal derrière les pierres, mais en fait il est effectivement présent pour garantir cette articulation parce qu'on voit à quel point ce bracelet est souple. La couleur est également vibrante sur cette exceptionnelle broche créée au cœur des années folles à partir d'une véritable faïence égyptienne, vieille de plus de 2000 ans. Cette pièce est un scarabée et marque ce courant d'égyptomanie du début des années 20. Nous n'oublions pas que donc en 1922 est découverte la tombe de Toutankhamon qui va relancer l'égyptomanie qui était déjà très présente au début du 19e siècle. On a une faïence d'époque probablement ptolémaïque, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, et qui donne lieu à ce dessin extraordinaire et qui est tout à fait dans la veine des associations de couleurs que l'on trouve à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon, où les découvreurs ont été fascinés par la multiplicité effectivement des teintes présentes à l'intérieur du tombeau. Ce qui est extraordinaire quand on regarde ces pièces, c'est qu'elles sont effectivement à la fois le produit d'une époque, mais elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Ces pièces, en cela, je dirais, sont des trésors de la création. Je vous retrouve à présent devant l'une des plus belles salles de cinéma de la capitale, située dans le quartier de Barbès, le Luxor. Lors de son ouverture en 1921, on parle du Palais du cinéma. Et c'est en effet un véritable palais, un temple même, avec ses 15 mètres sous plafond et ses décors exceptionnels. Regardez d'ailleurs au-dessus de l'écran un imposant disque solaire ailé et partout autour une multitude de détails qui disent, comme on vient de le voir, la passion de la France pour l'Égypte ancienne à cette époque. Je vous invite à m'accompagner au balcon d'où l'on peut admirer ces motifs d'un peu plus près. Et c'est ici que j'ai le plaisir de vous retrouver, Philippe Humain. Vous êtes l'architecte qui a eu en charge les travaux de restauration du Luxor. Quel travail, déjà, j'imagine. Oui. Pharaonique. Voilà, pharaonique. À l'intérieur, on est vraiment dans une inspiration égyptienne. Moi, je retiens peut-être en premier, parce que ça structure vraiment l'espace, ces colonnettes papyriformes, en forme de papyrus. La frise d'égyptienne qui converge vers l'écran. Donc le soleil ailé, je dirais que c'est l'élément aussi qui est très très présent sur les parois latérales et aussi en plus petit sur les sièges. Alors moi j'aime particulièrement le plafond. Alors le plafond, il y a ces grands coffres lumineux sur lesquels on a vraiment repris le dessin d'origine. Là aussi, on retrouve le vautour et on retrouve le cobra dressé, qui est vraiment un symbole égyptien très fort. Et puis on a aussi les hiéroglyphes qui sont peints dans ce qu'on appelle les cartouches, qui sont sur les poutres qui structurent le plafond. Et donc là aussi, les hiéroglyphes, ce sont des vrais hiéroglyphes égyptiens, mais assemblés de façon fantaisiste. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est à la fois kitsch, mais un kitsch qui tient le choc, quoi. Oui. L'Égypte est l'une des nombreuses influences du style Art déco. Ce mouvement tire son nom d'un événement majeur organisé à Paris en 1925, l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, dont je vous invite maintenant à découvrir quelques trésors. Le
Le 28 avril 1925, à Paris, le président de la République, Gaston Doumergue, inaugure l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui donnera son nom au style roi du moment, l'Art déco. Ce jour-là, une marée de 4000 chapeaux haute forme déferle sur l'esplanade des Invalides. Tous les invités veulent découvrir la manifestation événement, plusieurs fois reportée par la guerre. Ça se tient sur plusieurs mois. C'est une très grande surface qui couvre, je crois, 23 hectares, donc c'est très grand. Il y a 150 pavillons à peu près pour montrer ce qu'on sait faire dans le domaine des arts décoratifs à l'époque. C'est un des grands moments où la France donne le ton tout azimut, la mode, la ferronnerie, la céramique, l'architecture. Il y a plein de tendances qui s'expriment. Ça va du régionalisme, de choses qui nous paraissent très traditionnelles, au modernisme d'un Le Corbusier, donc quelque chose de très fonctionnel, de très épuré, en passant justement par l'art déco. Mais il se trouve que c'est l'art déco qui a polarisé le plus l'attention. Conçue comme une extraordinaire vitrine de l'excellence des savoir-faire français, cette exposition présente le travail des plus grands artistes du moment. À la nuit tombée, l'exposition offre aux visiteurs un autre spectacle de toute beauté. Avec la tour Eiffel illuminée, une autre attraction est immanquable. Cette fontaine de plus de 15 mètres de haut, signée du grand maître verrier René Lalique. Alors ici, nous sommes avec cette fontaine exceptionnelle, les sources de France, que Colette qualifiait de fontaine merveilleuse. C'est une fontaine monumentale qui est ornée de cariatides, 16 étages de cariatides, 16 modèles différents, et à chaque étage, 8 exemplaires de chacune de ces cariatides. À regret, Lalique a dû démanteler sa fontaine à la fin de l'exposition. Mais certaines de ses statuettes ont traversé le siècle et leur beauté hypnotique est absolument intacte. Véronique Broom conserve quelques-uns de ses trésors au musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Exceptionnellement, Daphné et Ariane, deux des plus grandes cariatides de la fontaine, sont sorties des réserves. Elle présente des attributs liés à l'eau, des gouttes d'eau en particulier le long du corps, ici en relief et ici en creux. Et Daphné est également ornée d'une coiffure de coquillage. Après l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes, Lalique a cherché à commercialiser ses cariatides en les fixant sur des socles en bois et les vendant de façon individuelle. Le musée Lalique se trouve dans le village alsacien où le créateur de génie ouvre sa nouvelle verrerie après-guerre. Il se dote alors d'une usine moderne où il peut produire en série de sublimes objets du quotidien. Certains sont devenus emblématiques de l'art de vivre dans les années 20.
nous avons des mascottes, autrement dit des bouchons de radiateur pour les automobiles des années folles. René Lalique en a créé une trentaine de modèles entre 1925 et le début des années 30. Ces mascottes permettaient d'orner le capot de la calandre de la voiture et ces bouchons étaient censés porter bonheur. Certaines pouvaient être rétroéclairées avec un système branché sur la dynamo de la voiture. Lalique est un artiste à l'écoute de son temps, à l'affût de la nouveauté. Et évidemment, il s'inspire de l'art déco, mais également de la femme, de la faune et de la flore. Retour sur l'esplanade des Invalides, dans les allées de l'exposition parisienne, où les 6 millions de visiteurs découvrent ébahis des inventions industrielles ultramodernes comme l'électrocar. C'est l'une des toutes premières voitures électriques conçues en France et déjà présentée comme le véhicule du futur. Ils viennent aussi voir les pavillons, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Mais celui qui fait l'unanimité, le voici. C'est l'hôtel du collectionneur, dont les décors intérieurs de Jacques-Émile Ruhlmann font sensation. Pour en avoir un aperçu, direction Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Dans les réserves du musée des années 30, créé par Emmanuel Bréon, est conservé un précieux exemplaire du portfolio original, édité par le décorateur de génie lors de l'exposition. Avec les albums de Ruhlmann, on a l'ambiance de couleur. Et Ruhlmann avait des fuchsias, avait des violets qui ont vraiment séduit la grande clientèle de l'époque. Alors, on reconnaît toutes les pièces. La grande chambre, magnifique, avec le lit et ses descentes de lit en fourrure. La petite coiffeuse, très élégante. Vous avez voilà, le petit boudoir, qui est une des pièces assez exceptionnelles de l'hôtel du collectionneur, avec un grand tapis de Gaudissart. Et puis le petit secrétaire de dame en ébène, avec un jonc d'ivoire qui vient souligner le pied, avec la chaise dite antilope, avec des pieds qui rappellent les cornes de l'antilope. Et puis, il y a le grand salon, où l'on peut voir l'une des pièces maîtresses du pavillon de Ruhlmann, son fauteuil dit ambassadeur. Le musée boulonnais possède l'un des rares exemplaires de cette pièce d'exception. C'est un meuble chic. Ruhlmann, il travaille pour l'élite. Il le revendique d'ailleurs, parce que c'est l'élite qui monte le goût. Et là, on a un fauteuil d'apparat. Ce fauteuil a une proportion remarquable. Les côtés du fauteuil sont ajourés. Et puis le bras du fauteuil qui est assez décoré. Le musée présente également l'une des créations les plus célèbres de Ruhlmann, le meuble au char, dont le motif en ivoire a été dessiné par Picot, l'artiste art déco des Folies Bergères. L'hôtel du collectionneur de Ruhlmann est situé non loin d'une autre attraction très prisée par les visiteurs de l'exposition, les étonnants pavillons des grands magasins parisiens. La Galerie Lafayette, c'est comme une sorte de grand mastaba avec des grands vitraux. La Prade, grand nom de l'architecture de l'époque, construit Studium. Et vous avez aussi Henri Sauvage, l'un des hommes de la Samaritaine, qui construit, lui, son pavillon Primavera, qui est une sorte de hutte africaine en béton d'Auguste Perret, mais ajourée par des galets de dôme. On sent plus ça sur les photos noir et blanc, mais tout était très coloré et en même temps avec des effets spéciaux assez extraordinaires.
Décoration, mobilier, accessoires, le public peut y trouver tout ce qui embellit la maison, mais dans un style évidemment art déco, comme cette vaisselle conçue par l'atelier décoration des Galeries Lafayette. Tout ce qui est créé à Paris à cette époque, toutes ces formes nouvelles sont appréciées par le monde entier. On peut considérer le style art déco comme le premier style sur vraiment toute la planète. Certains artistes, comme Paul Landowski, vont alors être propulsés sur le devant de la scène. Il se fait repérer avec cette œuvre aujourd'hui présentée dans les riches collections du musée des années 30, la maquette de son monumental projet intitulé « Le Temple de l'Homme ». Quelques mois après l'exposition, il se verra confier la réalisation de ce qui deviendra l'une des sculptures les plus connues au monde, le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Près d'un siècle plus tard, l'art déco, dont Paris fut le berceau, a toujours autant d'adeptes. Partout dans le monde, des collectionneurs recherchent le trésor. Les objets sont rares, alors les prix peuvent parfois s'envoler. C'est le cas de cet extraordinaire pendule Cartier, apparu pour la première fois dans une vente publique de la maison Piazza, près de 100 ans après sa création. On appelle cela des pendules mystérieuses, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, on ne sait pas par quel mystère les aiguilles flottent au milieu d'un cadran, qui en l'occurrence ici est en cristal de roche. Donc vous avez ici deux cadrans qui sont crantés, donc dentelés. Le système à crémaillère fait tourner les deux cadrans sur lesquels chacune des aiguilles sont attachées. Elle est vraiment inspirée de l'architecture art déco aux États-Unis. Vous retrouvez des aiguilles qui reprennent la forme de l'Empire State Building. De tels objets qu'on voit jamais, qui sont uniques, pour moi, ça n'a pas de prix. Lors d'une vente aux enchères, cette pendule a toutefois suscité le désir d'un acheteur à hauteur de plus de 380 000 €. 28 000. Et vous 30 000. J'adjuge. 13 000. 14 000. 15 000 ici. Adjugé 15 000. Eh bien, pour cette pièce historique, nous commençons à 100 000. À 100 000 € nous débutons les enchères. La valeur d'un objet art déco, c'est parfois la conjugaison de plusieurs inspirations. 140 000. En témoigne l'histoire de ces étagères et de cette console, signée d'un designer allemand, Eckhard Mutesius, récemment mise en vente par la maison Arcurial. 150 000, nous débutons les enchères. À 150 000. 150 000. À 190 000. À 200 000 ici. Vous êtes plusieurs maintenant. 210 000. 220 000. 230 000. 240 000. Adjugé 240 000. C'est véritablement un chef-d'œuvre du XXe siècle, de par sa provenance, puisque cette console, elle provient du palais du Maharaja d'Indore et elle a été réalisée en 1930. Eckhard Mutesius rencontre le Maharaja à Oxford lorsqu'il fait ses études. Ils ont tous les deux à peine une vingtaine d'années. Ils deviennent amis et le Maharaja invite Eckhard Mutesius à réaliser la construction de son palais en Inde. Et cette étagère, elle était installée dans la bibliothèque et elle est réalisée en épaisse dalle de verre et en alpaca qui ressemble à de l'argent, qui reflète la lumière d'une manière incroyable et avec les jeux de lumière sur le verre et sur le métal. On a une œuvre qui est toute en transparence, en reflet, qui est presque une abstraction.
a ici vraiment la réunion entre la qualité d'une œuvre qui est une expression parfaite de la modernité de cette période-là, réalisée par un des artistes les plus emblématiques et provenant d'une des commandes mythiques du XXe siècle. 12 000, 13 000, à 13 000 nous sommes, 20 000, 14 000. Les enchères s'envolent aussi pour cette autre pièce. Adjugé 16 000. Cette sculpture réunit le talent d'un immense artiste et le savoir-faire d'exception de la manufacture de Sèvres. L'ours blanc de François Pompon est sans doute une des sculptures les plus célèbres du XXe siècle. Cette sculpture est présentée sous sa forme monumentale au Salon d'automne de 1922. C'est un immense succès, ce qui conduit François Pompon à réaliser des éditions avec la manufacture de Sèvres au milieu des années 20 pour des ours qui sont réalisés dans des tailles réduites en porcelaine. François Pompon a en quelque sorte révolutionné la sculpture animalière, puisqu'on est ici dans une sculpture simplifiée avec des formes extrêmement lisses, rondes. Et en même temps, François Pompon arrive à rendre avec une extrême justesse le mouvement de l'animal. Des arts décoratifs à l'architecture, de la musique jazz aux revues à grand spectacle, des nouvelles formes de poésie, de photographie, à un art de la fête totalement débridé, de la coupe de cheveux garçonne à un début d'émancipation. Voici donc les années folles à Paris. Une décennie de fantaisie, d'audace et de découverte qui prend fin au début des années 30, après le krach boursier de New York en 1929. La crise économique qui s'ensuit sonne la fin de cette parenthèse enchantée dont Paris conserve un siècle plus tard de précieux et vibrants souvenirs. Avant de vous quitter, je voulais vous présenter un dernier trésor. Il s'agit de l'exceptionnelle coupole du Printemps Haussmann. Rendez-vous compte, elle est composée de 3125 panneaux de verre, haute de 16 mètres et fait 20 mètres de diamètre. Ce grand magasin parisien a été construit à la fin du 19e siècle avec une coupole en vitrail, mais un incendie l'a complètement détruite en 1921. Il faudra 2 ans au maître verrier Eugène Brière pour achever ce chef-d'œuvre absolu. Une nouvelle coupole dans le plus pur style art déco avec ses motifs de fleurs et de feuilles géométriques emblématiques de cette période. J'espère que ce voyage dans le Paris des années folles vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir de nouveaux trésors.